Jusqu'où irons-nous pour repousser la sénescence de notre corps et celle de nos esprits? Monde en évolution, société qui veut nous imposer la jeunesse et la beauté, il est de plus en plus difficile de résister à la tendance du corps sain dans un esprit sain. Sous couvert de médecine, on nous intime plein d'ordres concernant notre alimentation, notre activité physique, nos mauvaises manies, nos petites faiblesses. Il faut faire des régimes, il faut faire du cross et avoir un coach, avoir recours, pourquoi pas, à la chirurgie pour faire coïncider nos apparences aux gravures de la mode. Société en proie à de grandes angoisses et inquiétudes. Et cette table ronde va nous faire aborder un autre aspect de ceux que nous avons abordés jusqu'ici. On va donc parler de jeunesse et de dictature des apparences. Pour ce faire, on a une table ronde faite d'anciens du forum. Je pense à Olivier Putois, qui vous a été présenté tout à l'heure et qui est maître de conférence en psychologie et psychopathologie clinique et psychanalyste, et David Le Breton, qui est professeur strasbourgeois en sociologie et très habitué du forum et un de nos grands soutiens et de nos conseils. Et un nouveau, mais que je connais depuis fort longtemps, Maurice Mimoun, qui est un des grands chirurgiens plasticiens de notre pays, qui travaille à l'hôpital Saint-Louis. Merci Maurice d'être venu jusqu'à nous. Et donc, je vais un peu lancer le débat et confier la parole tout d'abord à David Le Breton sur ce que lui inspire le définitivement jeune et beau et la dictature des apparences. Alors, merci Israël. Auparavant, comme l'anthropologie nous l'enseigne d'ailleurs, je vais faire un détour et peut-être pour évoquer les innombrables définitions de la beauté à travers les sociétés humaines, pour en arriver pour prendre aussi des exemples, pour vous montrer que ce qui est beau dans une société peut être le comble de la laideur pour une autre, et puis ensuite dire quelques mots sur nos sociétés contemporaines occidentales, et notamment cette tyrannie de la beauté, d'abord qui concerne énormément la jeunesse, puisque si vieillir devient difficile, on a parfois l'impression qu'aussi devenir adolescent ou jeune femme particulièrement, ou jeune en tous les cas, n'est pas non plus très, très simple. Et puis je terminerai rapidement mon propos, j'en ai pour 10 minutes, je pense. Je terminerai autour de la question de la vieillesse, et notamment j'évoquerai le statut très différentiel du vieillissement des femmes et des hommes. Voilà. Alors d'abord, je rappelle que chaque société humaine a sa définition propre de la beauté, et que depuis le commencement de l'humanité, on dispose de nombreuses techniques pour transformer le corps des hommes ou des femmes. Je vous les rappelle très vite. On peut ajouter au corps à travers, par exemple, la peinture, à travers de la terre, à travers des matériaux qui en transforment la couleur. Mais c'est aussi le tatouage, c'est aussi le maquillage, le fard, les scarifications, les kéloïdes, les bijoux, les implants sous-cutanés, le laquage des dents, les incrustations dentaires, l'ordonnance de la coiffure, etc. Donc là, c'est simplement ajouté, mais on peut aussi soustraire au corps à travers, par exemple, circoncision, excision, infibulation, épilation, mutilation, perforation, etc. Ou encore, on peut façonner le corps, notamment en allongeant le cou, en étirant les oreilles, les lèvres, les pieds, le crâne, le nez, etc. Donc il y a une formidable imagination sociale dans les manières de transformer le corps pour le rendre attractif dans le regard de la communauté. Cette notion de beauté, si maintenant j'en arrive davantage à nos sociétés, elle est éminemment subjective, surtout pour une société d'individus comme la nôtre. Et par exemple, tel homme qui s'extasie de la beauté de sa compagne ne voit pas les sourires ironiques de ses amis, par exemple. L'amour rend aveugle en émerveillant le regard.
Mais donc, en ce sens, il y a quelque chose d'éminemment démocratique dans la beauté. On pourrait dire que la beauté est un supplément diffus de sens qui attise la jubilation du regard. La beauté, c'est ce qui nous fait lever les yeux, c'est ce qui nous fait nous arrêter aussi sur une personne, mais aussi sur un paysage, sur une toile, sur une sculpture, etc. Et si sa recherche est une inspiration de toutes les cultures, si elle est inhérente à la condition humaine, elle prend donc des formes et des significations très différentes d'un lieu et d'un temps à l'autre. La beauté de l'une est la laideur de l'autre. Il est malaisé de donner donc à cette notion de beauté une signification universelle et davantage encore de nommer ce qui entrerait sous ses auspices. Ce qui émerveille une société ou un groupe répugne absolument à d'autres. L'exemple des labrés que vous connaissez à travers le chef Raoni, qui a donc la lèvre inférieure est énormément avancée avec un morceau de bois à l'intérieur. Les labrés, donc pour nous, paraissent, on se demande comment ces hommes ou ces femmes dans d'autres sociétés humaines peuvent vivre avec, d'une part, et puis d'autre part, comment on peut trouver ça beau. Mais si, c'est considéré comme éminemment esthétique dans beaucoup de sociétés humaines. Dans nos propres sociétés, ce qui était auparavant perçu comme beau serait également analysé aujourd'hui comme assez répugnant, assez laid. Par exemple, les mouches sur le visage ou la poudre blanche, les perruques qui marquaient le visage, notamment des nobles ou des grands bourgeois avant l'Ancien Régime. Et puis je voudrais également vous montrer donc, le choc des cultures parfois qui fait que ce qui peut être beau pour l'un va devenir une source de stigmatisation pour un autre. Je vais vous raconter en quelques mots l'histoire de Robert Jolin, grand ethnologue, spécialiste de l'ethnocide, un ethnologue des années 70-80 et spécialiste également de la société Sahara au Tchad. Et tout jeune, Robert Jolin veut vivre de l'intérieur l'initiation, le rite initiatique de la population Sahara. Et il va aller au bout de ce terrain parce qu'il sait qu'il va en tirer un ouvrage, des observations absolument magistrales. Et en effet, Robert Jolin va très très loin, mais à un moment du rituel, il s'arrête net parce que ce rituel impose des stries, des scarifications sur les joues. Et là, évidemment, il se dit que des scarifications sur les joues, sur le boulevard Saint-Germain, n'a pas du tout le même statut que dans la population Sahara. D'autres exemples un peu du même ordre, mais qui renvoient plutôt à la mondialisation et au fait que la mondialisation bouleverse les anciens repères. C'est encore un exemple que j'emprunte à la population Sahara du Tchad. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui a vécu autrefois le rite d'initiation Sahara avec jubilation. C'est-à-dire elle devenait une femme au terme des épreuves qu'elle avait subies et au terme notamment des scarifications qu'elle avait reçues sur les joues. Le problème, c'est que quelques décennies plus tard, elle est maintenant cadre dans une grande ONG et on se moque d'elle en permanence de ces stries, donc qui parallèles sur son visage, qui l'empêche de sortir avec les hommes qu'elle souhaite. Elle est mise à l'écart, elle est mise à part. Elle explique d'ailleurs qu'elle ne peut plus sortir qu'avec les hommes de sa communauté. Vous voyez comment là, il y a eu un processus de redéfinition de ce qui relevait de l'esthétique d'une société et qui devient de la laideur finalement. Donc on se moque d'elle, on l'appelle gueule de fétiche, larme éternelle ou encore la fille à la voix ferrée. Vous voyez, ça c'est un humour très, très spécifique. Bon, il y aurait beaucoup d'autres exemples comme ça de ces décalages culturels. Vous voyez donc, il n'y a pas une définition stricte de la beauté, il n'y a pas une nature de la beauté qu'on retrouverait quelque part dans la nature ou dans la condition humaine. À chaque fois, on a affaire à une interprétation ou plutôt un jugement, je dirais même, un jugement de valeur sur quelqu'un ou sur un objet. Alors,
Pour en arriver maintenant au contemporain, à l'extrême contemporain même, bien entendu, nous vivons dans une société du look, dans une société de l'image, société du spectacle, une société où il faut être vu et apprécié. Le regard, finalement, devient dans nos sociétés la première légitimation de l'existence, particulièrement d'ailleurs pour les plus jeunes générations. Donc l'intériorité, ce que nous sommes profondément, doit absolument se résoudre dans un effort d'extériorité. On doit mettre à l'extérieur de soi ce qu'on pense avoir en soi. Et le corps devient, en la matière, un écran où on va projeter un sentiment d'identité qui est toujours remaniable et virtuel. Et c'est donc la notion du corps alter ego, du corps autre que soi. Et on se penche sur son corps et on voit son propre corps, je parle de chacun de nous, comme un accessoire de notre présence, comme un objet à façonner. Ce qui fait que le dualisme, pour moi, d'aujourd'hui, n'est pas du tout un dualisme qui opposerait le corps et l'âme ou l'esprit, mais c'est un dualisme qui oppose l'individu à son propre corps. Je me penche sur mon corps, et c'est évidemment la figure du miroir qui devient absolument fondatrice en la matière. C'est comme si le miroir nous renvoyait à un autre corps, il faut absolument modifier cet autre corps qui est insupportable à travers toutes les techniques qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est vraiment d'ailleurs dans les années 90 que le corps devient remaniable, où le corps change complètement de statut anthropologique, puisqu'on peut dire qu'avant les années 80, il était assez irréductible à l'individu. Il y avait quelque chose d'inexorable. Freud d'ailleurs voyait l'anatomie comme un destin dans une formule célèbre. Mais à partir des années 90, on commence à penser que le corps, on peut en faire ce qu'on veut. Mon corps m'appartient, j'ai le droit de le modifier d'une manière ou d'une autre, et c'est l'irruption fulgurante d'ailleurs du tatouage, mais aussi des régimes alimentaires, du culturisme, un engouement croissant pour la chirurgie esthétique également. Toute une série donc d'ateliers de transformation du corps existe désormais dans nos villes. D'ailleurs, il y a des body shops, etc. Et puis bodybuilding, vous voyez, c'est la fabrique du corps, bodybuilding en anglais. Donc nous en arrivons à l'ère de l'anatomie furtive, modulable, un corps qui devient un décor, je joue avec les mots évidemment, un corps qui devient un décor dans deux sens du terme. Un décor dans le sens presque du théâtre, puisque c'est à travers lui que nous allons être reconnus, mais en même temps décor, mais là je change l'orthographe, je mets un tiret et corps, c'est-à-dire je décline toute la série des corps qui sont contenus dans mon propre corps en fonction donc des attentes qui sont les miennes, mais que je présume aussi être celles de mon public éventuel. Et dans ce contexte, donc la beauté devient une lutte absolument permanente, mais qui se décline très différemment selon les hommes et selon les femmes. Puisque cet impératif de beauté, cette tyrannie de la beauté, elle touche fondamentalement les femmes, infiniment davantage que les hommes. Et je rappelle cette scène magnifique du film d'Howard Hawks, Les hommes préfèrent les blondes, où Marilyn Monroe a entrepris de séduire le fils d'un milliardaire, mais le père de ce jeune homme ne veut absolument pas qu'une espèce d'aventurière comme elle réussisse son coup. Donc il la convoque en quelque sorte et il lui dit « Mais comment vous, qui n'êtes absolument rien, vous voulez vous marier avec mon fils? Mais ça n'a aucun sens, il est très riche, etc. » Et Marilyn a cette réponse absolument magnifique. Elle dit « Mais vous savez, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est son argent, c'est son métier. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une femme? C'est sa beauté. Et regardez-moi. » Vous voyez, c'est une espèce de court-circuit fulgurant de ce que vaut effectivement, dans nos stéréotypes occidentaux, en tous les cas, la valeur d'une femme donc passe essentiellement par sa qualité de séduction, alors que l'homme est plutôt jugé sur sa réussite professionnelle et autres. Et dans ce contexte, donc, la beauté est un effort absolument permanent. Je vous donne deux anecdotes à cet égard qui touchent deux femmes mondialement célèbres. J'ai perdu le nom de la première, mais qui était une top modèle italienne extrêmement connue, qui faisait régulièrement la une de Vogue. Et un jour, en regardant le magazine, elle est troublée, elle est choquée même, et elle dit, je la cite, « Tout le monde m'a dit que j'étais superbe. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'ait pas remarqué mes rides. »
Voyez comment même dans ce contexte d'une notoriété prodigieuse, vous avez une femme en souffrance qui se dit non, c'est pas possible, je suis pas assez belle encore. Et puis l'autre, c'est Cindy Crawford qui confesse, je la cite, elle dit même moi, je ne ressemble pas à Cindy Crawford quand je me réveille le matin. Fin de la citation. Vous voyez, comme si finalement aucune femme n'avait droit au salut sans répondre à un certain nombre de critères d'apparence. Je vais vous citer Bridget Jones, le journal, pas le film, mais le journal de Bridget Jones, c'est un très beau document sociologique sur le statut du corps des femmes notamment. Voilà ce que dit Bridget Jones, qui dit son épuisement et le fait qu'elle ait passé une journée entière à se préparer pour un rendez-vous le soir avec un homme. Je la cite. Je cite l'auteur, Helen Fielding. Elle dit « C'est pire que pour un paysan, s'occuper de son corps. C'est pire que pour un paysan. Semis, arrosage, arrachage, récolte, on n'en finit jamais. Jambes à épiler, aisselle à raser, sourcils à épiler, pieds à poncer, peau à gommer et à hydrater, points noirs à enlever, racines à décolorer, cils à teindre, ongles à limer, cellulite à masser, abdominaux à exercer. Un programme si rigoureusement exigeant qu'il suffit de se laisser aller quelques jours pour se retrouver en jachère. Fin de la citation de Helen Fielding. Voilà, donc vous voyez, le corps de la femme devient finalement une espèce de guerre permanente et qui retentit aujourd'hui terriblement donc, sur nos adolescentes. Je vous cite rapidement une enquête suisse, par exemple, qui date de quelques années, mais qui, à mon avis, les chiffres n'ont fait qu'empirer en la matière. Cette enquête dit que 40% des filles suisses et 18% des garçons se déclarent insatisfaits de leurs aspects. C'est quasiment 1 sur 2 des filles et 1 sur 5 à peu près des garçons. 70% des filles expriment le souhait de maigrir et elles sont critiques sur tout un tas d'aspects de leur corps. Et là, évidemment, on retrouvera aussi enfin, c'est pas à cause de ça, mais la montée des troubles alimentaires dans nos sociétés occidentales depuis une vingtaine d'années. Non pas que les régimes soient la cause de l'anorexie, ça n'aurait strictement aucun sens, mais à la faveur des régimes alimentaires, un certain nombre de filles qui sont très mal dans leur peau entrent dans un processus anorexique. Mais bon, c'est un peu annexe. Une autre enquête dont j'emprunte le commentaire au journal Libération. En Allemagne, près de 40% des filles de 9 à 14 ans, donc presque les mêmes pourcentages qu'en Suisse, 40% des filles de 9 à 14 ans rêvent d'une liposuction. Et l'association des chirurgiens plasticiens allemands estime que 100 000 mineurs subissent chaque année une opération de chirurgie esthétique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ils ont dit subissent. Ah, d'accord. Il y a un jugement de valeur, c'est vrai. Ceci dit, ce sont des mineurs. Ouais, mais ils ont dit subissent. Voilà. Et voilà, donc tout ça pour vous montrer comment cette tyrannie de la séduction donc, imprègne de façon terrible les jeunes générations. Et puis, pour en arriver maintenant donc, à l'impact plutôt du vieillissement sur les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, je dirais que là aussi, l'impact du vieillissement touche infiniment moins les hommes que les femmes. Et d'ailleurs, à cet égard, je cite très souvent cette formule de Simone Signoret, qui disait d'un homme qui vieillit, on dit « il a de la gueule », et d'une femme qui vieillit, on dit « c'est une vieille peau ». On parle d'ailleurs volontiers des séducteurs aux tempes grises. Vous chercherez en vain un équivalent du côté féminin. Et d'ailleurs, qu'une femme plus jeune vive avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle ne trouble absolument personne. L'inverse, vous voyez, pose manifestement des tas de problèmes. Bon, sans entrer dans les détails, je pense à ce qui s'est passé, la manière dont Macron a été stigmatisé par le président brésilien pour avoir épousé une femme plus âgée que lui. Enfin, déjà que ça s'exprime à un niveau politique, c'est assez spectaculaire parce que ça rencontrait effectivement un bon assentiment, en tous les cas, de la population brésilienne. Et puis Yves Montand, qui n'était pas toujours très futé par ailleurs, lui-même s'explique, il dit « j'ai épousé Casque d'Or et je me retrouve avec Madame Rosa ».
Les cinéphiles comprendront très bien le court-circuit entre ces deux images. Je cite aussi une comédienne et une chanteuse américaine qui est très connue, c'est Cher, qui explique comment elle est dans la tragédie de vieillir parce qu'elle a une peur terrible de perdre sa place dans le monde. Je la cite, elle dit, quand on lui dit « Mais pourquoi vous, Cher, comme Jane Fonda par exemple, pourquoi vous prêtez-vous à des chirurgies esthétiques, à des choses comme ça, alors que vous avez la notoriété, l'argent, vous devriez être un exemple pour que les femmes acceptent de vieillir, et non, vous prêtez à ce jeu de vouloir rester éternellement jeune. » Et elle a une réponse très juste et très, très douloureuse. Elle dit « L'idée de ne pas suivre cette voie, de tout perdre, et de quelque façon devenir moins qu'une personne, juste parce que vous ne ressemblez plus à ce que vous avez été, non. Ainsi, j'essaierai de rester ce que je suis aussi longtemps que je le peux, dit-elle. » Finalement, il s'agit moins de connaître l'âge de l'état civil, mais plutôt d'être dans l'apparence de l'âge qui permet évidemment nombre de remaniements. Ceci dit, ce que je trouve très intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'énormément de femmes résistent à cette tyrannie de femmes qui vieillissent, résistent à cette tyrannie de l'apparence. Je pense que c'est aussi lié au phénomène des baby boomers. Ce sont donc des femmes, aussi des hommes, qui ont toujours vécu dans un contexte de confort relatif, qui sont des gens qui ont fait énormément d'ailleurs d'activités physiques, qui voyagent énormément et qui n'ont pas envie de perdre leur place dans le monde. Donc voilà. Donc ce sont des hommes ou des femmes qui vieillissent de manière relativement heureuse dans le monde d'aujourd'hui, qui sont parfois des résistantes, des battantes. Et je pense qu'on pourrait presque parler désormais de sexygénaires, les sexygénaires, pour parler particulièrement de ces femmes dont on dira elles ne font pas leur âge, entre guillemets, ce qui est une manière aussi quand même assez dénigrante de dire les choses. Donc les femmes deviennent souvent des sexygénaires. L'âge n'est pas pour elles un motif de rupture de l'investissement de soi. Le souci de beauté donc n'a plus de limite d'âge. Il se prolonge, il est légitime tout au long de l'existence. J'ai l'impression aussi parfois que vieillir n'est aujourd'hui qu'un mot pour désigner les déclinaisons de la jeunesse au fil du temps. Vieillir ne serait qu'un mot pour désigner les déclinaisons de la jeunesse au fil du temps. Rester jeune et désirable le plus longtemps possible traduit cette volonté de mettre en conformité le sentiment de soi avec l'apparence extérieure. Je vous rappelle cette phrase magnifique de Proust dans Le Temps retrouvé, quand il dit que chaque homme qui vieillit, chaque femme qui vieillit, c'est un adolescent qui a duré. Je crois qu'on le vit tous, on a toujours l'impression d'être des adolescents, et quand on se voit dans le miroir, on se demande quel est cet usurpateur qui a pris notre place. Et donc, dans beaucoup de cas, à travers les efforts qu'on essaie de faire sur soi, on essaie de reculer, de limiter ce décalage qu'on ressent de façon tellement violente parfois entre l'idée qu'on a de soi-même et puis l'image que nous renvoie le miroir. Voilà, donc ce n'est d'ailleurs pas tant la jeunesse qui est poursuivie que la volonté de ne pas être assimilée à un âge qui fait peur, en même temps qu'à la volonté de ne pas renoncer au désir également, et puis aussi reculer l'idée de la mort. Voilà, merci. Merci. Maurice Mimoun, tu es confronté, j'allais dire tous les jours, à des hommes et à des femmes qui veulent reculer l'idée de la mort, et tu as dû sûrement détecter des motivations différentes dans ces démarches. Et on serait tous très intéressés de connaître ton sentiment par rapport à cette sénescence. Merci de me donner la parole. D'abord, je veux dire que je suis très heureux que tu m'aies invité. Nous nous connaissons depuis longtemps et je suis vraiment très content de l'avoir. Je connais depuis aussi très longtemps David Le Breton, dont je recommande toujours la lecture parce que j'ai commencé à comprendre ce que je faisais sur le corps par ses livres. Et il m'a été très très utile, notamment il y a un livre qui s'appelle Le corps, je crois que c'est le premier,
Des visages, voilà, c'était formidable. Il vient d'écrire un livre sur le rire, je vous le conseille. Et bon, je suis content, je vous connais moins, mais je suis content d'être avec vous également. Donc, oui, moi j'ai une vision un petit peu à la fois technique, mais on pense qu'un chirurgien plasticien, c'est uniquement la technique, mais on passe beaucoup plus de temps en consultation qu'on ne le croit et à écouter. Parce que cette chirurgie, c'est le seul chirurgien qui reste un chirurgien généraliste. Sans la parole, sans les mots, cette chirurgie n'existe pas. J'élimine la partie de ma spécialité qui est la brûlure aiguë, évidemment, ou les cancers du sein, ou les tumeurs cutanées, où il y a une sorte d'évidence médicale qui est assez simple. Mais même pour une séquelle de brûlure, pour une cicatrice, pour une chirurgie esthétique, ou pour quoi que ce soit, nous n'avons pas à stigmatiser les personnes. C'est exactement le même problème. Lorsque vous avez une personne en face de vous, elle doit vous dire ce qu'elle veut et ce dont elle souffre. Alors, il n'y a pas toujours... Avant, je disais la souffrance, mais parfois, ce n'est pas de la souffrance, c'est un mieux-être. Il faut accepter cette idée maintenant en médecine du mieux-être. C'est assez nouveau. Hein, c'est pas unique. Il y a des choses qui sont réellement dans la chirurgie esthétique et dans la chirurgie réparatrice, dans la souffrance, mais il y a aussi des choses plus futiles qui sont dans le mieux-être, et pourquoi pas. Pas de jugement moral. Autrement dit, lorsque je vois deux copines arriver à ma consultation, une avec une brûlure de la face et l'autre sans brûlure de la face, je demande pour qui consulte ici. C'est très important ça. Et une fois qu'on me dit que c'est la patiente qui a la brûlure de la face, je lui dis, vous venez pourquoi? Sinon, vous stigmatisez d'emblée. Et je vous assure que c'est très important, parce que parfois on est étonné, parfois c'est la copine qui vient. Donc le jugement, c'est vous qui le faites. Et je me suis amusé, alors donc quand j'ai voulu faire le petit topo dans le train, j'ai relu le petit chapeau qu'avait la société semble. Alors, la société semble nous imposer la jeunesse. La société, c'est qui? La société semble. La société, c'est vous, c'est moi, donc il faut déjà définir qui. Semble nous imposer la jeunesse. La jeunesse, c'est jusqu'à quand? J'avais fait un essai sur l'immortalité, j'avais posé la question, quel âge voulez-vous avoir toujours? C'est bien beau l'immortalité, mais vous voulez avoir 40 ans, 30 ans, 20 ans? Si vous avez un cachet là, que vous allez prendre tout de suite, quel âge voulez-vous avoir derrière? C'est pas évident. C'est quoi votre jeunesse? La beauté, quels que soient nos âges ou notre apparence physique. La beauté, c'est quoi? Là, je crois que tu as défini que la beauté, on ne sait vraiment pas ce que c'est. La beauté, on vit pour la beauté en réalité, mais la beauté, c'est justement quelque chose dans l'art qu'on ne peut pas palper. Donc, il y a des stigmates, il y a des modes, il y a des choses, mais à un moment donné, chacun se fait son idée de cela. Quel que soit notre âge et quelle que soit notre apparence physique. Non, nous n'avons pas une apparence physique, nous avons un physique. Et à partir de ce physique, ça c'est sûr, nous avons tous un physique. Mais seulement, il n'est appréhendable par personne. Vous êtes une apparence pour moi, tu es une apparence pour moi. Je me fais une idée de toi et tu te fais une idée de moi. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que nous raisonnons que par l'apparence, alors que nous avons, à partir d'un physique qui est réel, mais que personne ne peut définir vraiment. Ce qui fait que dans mon métier, mon service, c'est chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, centre de brûlé. Vous voyez un peu la difficulté qu'on a eue à essayer de définir ce qu'on faisait. On a mis 4 mots. Alors, chirurgie plastique, ça ne veut pas dire grand-chose. Esthétique, c'est plutôt mieux, parce que c'est chirurgie en grec esthésis, la sensation, c'est chirurgie de la sensation. Il y a l'autre avec. La réparatrice, alors quand on veut me faire plaisir, on me dit que je suis réparateur, donc moi j'aime pas trop, parce que vous n'êtes pas des bagnoles. Voilà. Donc je préfère être dans quelque chose où on est dans la sensation. Donc ce terme d'esthétique me semble bien, même pour les gens qui sont, entre guillemets, ce que vous appelez en réparation. Je reprends toujours le texte, il est de plus en plus difficile de raisonner, de résister à la tendance d'un corps sain. Mon Dieu, qu'est-ce qu'un corps sain? Quand Guilhem nous a dit que le corps sain, c'est simplement, on a l'impression de ne pas être malade. Donc à l'annonce d'une maladie, vous devenez malade et on devient malade de plus en plus tôt, par la génétique, par un certain nombre de choses.
Donc le corps sain, on va essayer d'être le plus sain possible. Quant à l'esprit sain, nous, nos pauvres humains qui avons le cerveau reptilien qui nous dit de faire des conneries sur un autre cerveau qui nous dit de faire autre chose, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'est l'esprit sain. Donc on emploie des mots sur des choses, on est dans l'impalpable sur plein de choses. Sous couvert de la médecine, on intime l'ordre de changer notre alimentation. Oui, mangez-tu, plus vous mangez, plus vous mourrez. Donc, mais si vous ne mangez pas, vous mourrez aussi. Donc c'est compliqué, il faut trouver le bon système. Notre activité physique, Churchill disait no sport. C'est vrai, moi je suis atterré de voir tous mes amis qui ont fait du sport, qui ont mal partout aujourd'hui. Donc je suis un médecin qui déconseille le sport. Tout le monde, voilà, je vois une dame qui lève les yeux, je déconseille le sport, je vois plus de gens qui ont mal et qui se font réparer, surtout se réparer. Donc le sport, il faut savoir ce qu'on dit derrière le sport, il faut faire des choses douces, il faut être en activité, c'est pas la même chose. Cette tyrannie du sport, ça existe. La tyrannie, si vous ne faites pas de sport, vous êtes abîmé. Donc je continue, l'alimentation, ça y est, le sport, ça y est. Nos mauvaises manies et nos petites faiblesses. Il faut faire des régimes, des squats et des crossfit. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai regardé, crossfit. Parfois, avoir recours à la chirurgie, c'est moi. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler. Pour coïncider notre apparence physique aux gravures de mode. Alors ça, c'est la tyrannie de l'apparence. Ou la tyrannie de l'idée de la tyrannie de l'apparence. Parce que ça a toujours existé. Moi, je ne pense pas du tout qu'on soit aujourd'hui dans la tyrannie de l'apparence. Je pense que ça a toujours été et que ça existera toujours parce que c'est le propre de l'humain par rapport à l'animal. L'humain, on pourrait dire, change son corps. Il y a très peu, on va trouver un animal qui va changer un petit peu son corps. Mais globalement, nous nous habillons, nous nous parons. Ben voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, je me mets en jean ou en costume ce matin, je vais parler. Je me suis dit, je vais me mettre en costume. Bon, tu as choisi autrement. Je vais faire décontracté ou je vais pas. Voilà, donc l'apparence est liée, malgré tout. On pense ces choses, vous avez tous pensé à une manière. Et parce que nous sommes des humains. Et les gravures de mode et choses, il ne faut pas croire, dans ma pratique, que les gens veulent être comme les gravures de magazines. C'est beaucoup plus complexe que ça, je vais y venir. Et sur le plan de l'esprit, nous ne sommes plus libres si nous avons, là je passe, parce que là, je n'avais pas bien compris, et ça se termine sur que ne nous sommes pas prêts à faire pour repousser la sénescence de notre corps et de notre esprit. Je n'ai pas bien compris. Mais c'est compliqué. On n'a pas envie de vieillir. On a envie d'être en tout cas efficace. Il faut savoir comment on peut être efficace dans notre société. Moi, je vais vous parler comme un médecin. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un sociologue. Je suis quelqu'un qui a une autre personne en face, qui veut un mieux-être, un moins mal-être. Je suis pas en train de... Je vais pas lui expliquer, tu sais, la beauté, expliquer à un brûlé défiguré, tu sais, la beauté, c'est la beauté de l'âme. Dites-lui ça. Il est défiguré, j'aime pas le mot défiguré, tout le monde a un visage. Imaginez quelqu'un qui a des marques sur la tête que... Quand il va arriver, vous allez tous le regarder parce qu'il est gêné parce que vous le regardez. Et vous allez lui dire, tu sais, la beauté de l'âme, c'est drôlement bien. Ouais. Ça ne marche pas. Lui, il veut juste de la beauté physique. Il veut devenir comme avant. Donc voilà un petit peu les choses. Et je vais vous dire un texte. Ton enfant est mort en même temps que toi. Par ta mort, me voici soudain, l'enfance et la vieillesse passée. Avec toi, je n'avais pas besoin de faire l'adulte. Si le pauvre Roméo avait eu tout un coup le nez coupé par quelque accident, Juliette, le revoyant, aurait fui avec horreur. 30 grammes de viande de moins, et l'âme de Juliette n'éprouve plus de noble émoi. 30 grammes de moins, et c'est fini des sublimes gargarismes au clair de lune. Si Hamlet, à la suite de quel trouble hypophysaire, maigrit de 30 kilos, Ophélie ne l'aimerait plus de toute son âme. L'âme d'Ophélie, pour s'élever à de divins sentiments, a besoin de 60 kilos de beefsteak. Il est vrai que si l'or était devenu soudain cul-de-jatte,
Étrarque lui aurait dédié de moins mystiques poèmes. Et pourtant, pauvre Laure, son regard serait resté, et son âme aussi. Seulement voilà, il lui faut des cuissettes à ce monsieur Étrarque pour que ton âme adore l'âme de Laure. Pauvres mangeurs de viande que nous sommes, nous, avec nos petites blagues d'âme, assez, mon ami, ne développe plus, on a compris. Un peu plus loin, ma mère est morte et j'ai faim, et tout à l'heure, malgré ma douleur, je mangerai. Sans doute beaucoup ont reconnu ce texte d'Albert Cohen dans le livre de ma mère. Je trouve que ça résume tout. Et vous voyez, Albert Cohen, il y a quand même un certain temps, on reste exactement sur la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, nous ne pouvons pas, je regarde combien de temps je suis, nous ne pouvons pas nous échapper de notre corps. Le corps, ce corps qui est meurtri, mais c'est un corps, qu'on le veuille ou pas, nous avons un corps. C'est-à-dire que séparer l'âme du corps, ça ne veut rien dire, bien entendu. Ce corps que nous aimons, qui nous encombre, qui déchaîne l'amour, passion et haine, ce corps dans lequel nous luttons, pour lequel nous luttons, dont nous voulons nous détacher et auquel nous sommes tant attachés. Ce corps que nous adorons et que nous méprisons, ce corps, celui de l'autre, qui nous attire, que nous voulons toucher, caresser, manger, ce corps que nous détestons par ses marques, ses déjections, ses rôs, ses puanteurs, mais ce corps que nous aimons encore plus pour ses parfums et sa douceur. Ce corps que nous cachons et que nous exhibons, mine de rien ou mine tout, cacher c'est montrer. Cacher c'est montrer, c'est justement ce dont je veux vous parler, c'est le corps-écran. Tu as employé le mot de corps-écran, et ce mot de corps-écran, je l'ai inventé il y a un certain temps pour faire comprendre que les demandes de chirurgie esthétique étaient souvent des demandes assez difficiles et que derrière la demande du corps, du complexe, autre chose se cachait qu'il fallait détecter absolument. Si je mets des lunettes noires, c'est pour me cacher, mais vous allez me voir encore plus. Vous voyez, cacher, c'est montrer. Je raconte toujours cette histoire de jeune chirurgien que j'ai eu où une personne venait pour une rhinoplastie. Et la rhinoplastie, c'est-à-dire la chirurgie de nez, c'est une chirurgie qui est très difficile à faire. Et donc on est très fiers, on se demande pourquoi quand on est très jeune chirurgien, une pauvre patiente vient vous voir vous plutôt qu'un autre pour vous donner son nez alors qu'elle ne sait même pas si vous savez bien opérer. Mais les patients sont bienveillants avec nous aussi. Et donc j'étais très fier, je montre la photo à tout le monde, mes parents, mes amis, et j'opère cette femme, ça se passe bien. Je monte 3 semaines après, elle revient, il y a une sorte d'effet magique dans cette chirurgie, c'est qu'on enlève le plâtre et on voit un autre nez, etc. Et vous voyez la réaction de la personne, donc j'enlève le plâtre, c'était très bien, donc j'étais très très content. Et je lui dis, c'est formidable, etc. Elle revient au contrôle 3 semaines plus tard, je suis encore plus content, je lui dis, regardez, c'est formidable, je dis, au revoir madame. 6 mois plus tard, mon patron m'appelle et me dit, j'ai vu ta patiente. Ah, je dis, vous avez vu, j'avais encore les photos dans la poche, c'est beau, etc. Oui, mais elle veut redevenir comme avant. Voilà, donc ce jour-là, quand ça a été fondateur de ma pratique, je me suis dit, soit, bon, elle est folle, puisque c'est très beau, soit je me suis dit, je me suis trompé. Et j'ai pris bien sûr la deuxième solution. Ça veut dire qu'il se cachait quelque chose d'autre derrière et que j'avais, moi, été aveuglé par l'écran qu'elle faisait. Alors, je n'ai pas la solution à son écran, je n'ai jamais eu, mais ça a été très, très fondateur là-dessus. Et du coup, je m'y suis intéressé énormément. Et j'ai beaucoup d'exemples. Je vais vous raconter une autre histoire, celle d'un jeune homme qui venait pour son nez également, qui avait 25 ans, qui était bien. Il m'a parlé, il habitait dans les îles et il voulait refaire son nez. Il avait vraiment une petite bosse. Je me disais, mais pourquoi? Alors, je reste 1 heure avec lui. Il me parlait de son père, de sa mère. Il était ingénieur dans l'atome. Et en même temps, il aimait beaucoup les animaux, comme moi j'aime beaucoup les animaux. On a parlé beaucoup de choses et d'autres. Et puis je lui ai dit, écoutez, à la fin, je lui ai dit, ça ne sert à rien de vous faire opérer. Je vous propose d'aller voir Gérard Le Gouès, qui était le psychiatre avec lequel je travaillais à l'époque, et son âme. Donc et il me dit, oui, d'accord, je vais y aller. Il consulte, j'en entends plus parler. Et puis Gérard Le Gouès m'envoie un petit papier
quelques jours après et me dit tu sais, il va te dire quelque chose. Et il revient me voir et il me dit, la personne me dit, tu sais, vous savez, j'ai dit à mes parents que j'allais me refaire le nez, ils m'ont convoqué, d'accord? Ils m'ont convoqué pour me dire que j'étais adopté. Et donc, derrière cette demande, sa souffrance, elle était ailleurs. Et donc, par cet acte un peu violent, il a provoqué l'aveu des choses. Alors après qu'il se fasse opérer ou pas du nez, c'est autre chose. Mais si vous l'opérez avant, vous l'opérez pour une chose qu'il ne voulait pas et vous faites de lui un insatisfait. Je vous raconte une autre histoire très courte qui est très fondateur parce que le nez, en plus, là, c'est pas le sujet, mais le nez, c'est l'identité et le père. Parce que dans ces choses de transformation du corps, il y a beaucoup des choses d'identité. Le tatouage, ça peut être aussi l'adhésion au groupe, la mode, c'est pareil. Donc ces choses, il faut bien comprendre ces choses-là. Une jeune femme vient me voir en me disant je viens me voir pour me refaire le nez. Vous savez, elle devait avoir 22 ans. Je lui parle un peu de sa famille. Elle me dit oui, à 17 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Mon père n'est pas venu me voir. Bon. Il dit mon père n'est pas venu vous voir. Oui, il m'a téléphoné 6 mois plus tard et il m'a dit qu'as-tu fait ma fille? Tu as déshonoré mon nom. Violent, hein. Elle était là en face et je lui dis qu'avez-vous fait? Elle m'a dit j'ai changé de nom et maintenant je change de nez, l'identité. Vous voyez, ça prouve bien les choses jusqu'au bout. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette histoire de corps-écran, de chirurgie esthétique, pour vous dire que c'était plus profond. Alors on peut le voir en esthétique, mais on peut le voir aussi sur une brûlure. Il y a des gens qui aiment leur brûlure. Il y a des gens qui, si vous enlevez, il y a des gens qui aiment leur maladie. Moi, je vois, malheureusement, je ne veux pas stigmatiser les maladies parce que s'il y a des parents, ça me gêne. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas, vous leur enlevez un grain de beauté pour être léger, et ben ils vont plus se reconnaître. J'ai une patiente comme ça qui venait pour un lifting. Le chirurgien, elle avait vu un autre chirurgien, elle avait un grain de beauté ici. Il lui dit, tant que j'y suis, je vais vous l'enlever. Elle n'avait même pas vu qu'elle avait un grain de beauté. C'est comme si vous vous demandez pourquoi vous aviez un index. Elle est partie en courant. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce que l'on est. Et ce que je veux dire un peu pour finir, c'est que ce terme de corps-écran, alors oui, c'est ça que je veux dire, c'est que globalement, les gens ne veulent pas être comme dans les magazines. Quand j'ai une demande de lifting, la chose, c'est justement que les gens veulent rester eux-mêmes. C'est-à-dire en France. C'est-à-dire que, docteur, est-ce que je serai naturel? Est-ce que je serai moi-même? La seule chirurgie qui est un peu différente, c'est la chirurgie des seins. On peut voir des exagérations, mais dans la chirurgie du visage, 90% des gens me disent pas, attendez, tirer comme un fou. Ils me disent, je préfère que ce soit un peu moins tiré. Je veux me reconnaître, je veux que ça ne se voit pas. Donc cette tyrannie, il faut la voir différemment. Et ce que je pense qui se passe aujourd'hui, c'est le selfie. Vous avez vu que par le selfie, ou par l'écran, parce que l'écran, maintenant, nous voyons à travers cet élément-là. Même dans la rue, nous marchons comme ça. Et on peut se modifier sur l'écran. Vous savez, toutes les personnes qui se modifient pour l'écran par plein de logiciels. Et je crois que chacun devient son propre chirurgien esthétique. Il n'y a plus besoin de se changer soi-même. On se change à travers de l'écran et on s'en voit comme on voudrait être, mais on s'en voit parfois monstrueux en rigolant. Vous voyez, c'est comme un peu l'autoportrait du peintre. Vous voyez les photos de Bacon, les choses, c'est la même chose. Donc, attention, la dictature de l'apparence, je ne pense pas qu'on soit autant influencé par les magazines, par les choses. Les gens sont plus intelligents que ça. Mais par contre, par l'écran, on peut se permettre toutes les possibilités. Voilà, je vous remercie. Merci Maurice. Olivier, puis toi, ton expérience de psychopathologie t'a plutôt amené à regarder dans le regard de l'autre. Celui qui nous regarde, c'est celui qui nous définit un tout petit peu en termes de morphologie et de beauté. Et ce serait peut-être pas mal de regarder au travers de cela ce qui se passe avec les anorexiques. Merci
Pardon. Notamment, je ne vais pas du tout parler que d'anorexie, mais en effet, c'est intéressant. D'ailleurs, tout le monde en a parlé, en fait, c'est pas étonnant, je pense. Peut-être le point de départ, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien organique avec la table ronde précédente. Je ne dis pas ça parce que j'étais là, mais c'est une utilisation de la médecine, là aussi, une mobilisation, au fond, qui habille un peu l'injonction à la belle apparence, quoi. C'est là-dessus que tu nous avais demandé de plancher. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est culpabilisant, en fait. Hein, ça présuppose qu'on a, au fond, dans la main, tous les moyens pour accéder à une belle apparence. Bon. Ça rappelle un peu le discours, en fait, de certains nouveaux chômeurs américains qui avaient perdu leur job et leur maison après les subprimes et qui disaient « je ne sais pas ce que j'ai fait, tout est de ma faute ». Bon. Ils se considèrent comme intégralement responsables de ce qui leur arrive. On voit ça aussi chez des patients qui mettent des années avant de dire qu'effectivement, peut-être qu'à un moment, leur entourage a fait quelque chose de pas très sympa, mais parce qu'au début, ils pensent qu'ils sont à l'origine de tout. Bon. Si je parle de ces mini-anecdotes, c'est parce que je pense que en fait, la question de cette dictature des apparences, c'est ce qui est engagé, c'est, on pourrait dire, j'aime pas trop les grosses formules ou les choses comme ça, mais c'est un peu un déni plastique, c'est à l'écran, hein, c'est ce que vous disiez en fait, c'est un déni plastique de la vulnérabilité, à mon avis. C'est ça l'enjeu central, je pense. Et l'angle un petit peu sous lequel je voudrais aborder ce thème, c'est à l'interface un peu, c'est effectivement du côté de la clinique, hein, comme tu le disais, Israël, mais en lien avec des considérations aussi d'anthropologie, c'est celui des rapports intergénérationnels. En fait, je pense à partir de là, on peut dégager quelques petits points, une petite contribution à cette question de la dictature des apparences. Je pense qu'il y aura d'ailleurs des liens avec ce dont vous avez parlé, puisque je pense aussi que c'est un thème de tout temps et qu'en fait, ça n'a rien de contemporain. Puisque l'apparence fascine depuis que l'homme existe. Donc ma question, ce sera qu'est-ce qu'il en va du lien à l'autre dans cette problématique de rester jeune et beau. Alors, bien sûr, c'est la peur de la mort, hein, vous l'avez dit tous les deux, mais il me semble que c'est un fantasme, hein, parce que c'est pas possible, c'est un fantasme qui interroge beaucoup notre rapport aux générations qui nous précèdent et aussi aux générations qui nous succèdent. Et de quelle façon ça interroge comment on peut permettre à ces générations qui nous succèdent en particulier de se construire un rapport avec nous et aussi, au bout d'un moment, de prolonger leur façon et de nous dépasser. Cela, si évidemment, n'en déplaise à Laurent Alexandre, le climat n'a pas augmenté de 5 degrés en 15 ans. À mon avis, un exemple de ça, un peu ancien, mais à mon avis c'est une problématique éternelle, c'est Blanche-Neige. Oui, c'est pas les selfies. Hein. Dans la version des frères Grimm, parce que Walt Disney a quand même enlevé quelques trucs par rapport à la légende de Hesse, d'où ça vient de ce coin-là d'Allemagne. Bruno Bettelheim en a parlé un peu hein, dans sa psychanalyse des contes de fées, mais moi je vais parler d'autres petits aspects. Et donc le point de départ, comme vous le savez, c'est que la belle-mère, qui fonctionne un peu comme une espèce de mauvaise mère, mais la belle-mère de Blanche-Neige n'a pas d'enfant, et que, pour le dire vite, elle est en rivalité directe avec Blanche-Neige. Et la raison pour laquelle elle veut tuer Blanche-Neige, comme vous le savez, c'est qu'elle ne supporte pas que cette jeune femme puisse être plus belle qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce d'inversion des générations qui se passe. Bon. Alors que ce n'est pas étonnant que Blanche-Neige soit plus belle, puisque dans les cadres, dans les canons, la façon dont c'est défini, c'est toujours relatif en effet, mais la façon dont c'est défini dans la nouvelle, c'est la peau blanche comme la neige, etc. Donc c'est des attributs adolescents, en fait. Donc c'est normal que l'autre soit considérée comme plus belle, elle a 15 ans de moins, ou 30 ans de moins. Donc cette espèce d'inversion des générations, c'est vrai que c'est quelque chose que, dans l'histoire de certaines patientes, c'est pas systématique, hein, il y a plein de types de trajectoires subjectives différentes, mais on trouve ça chez toute une partie des patientes anorexiques, en effet, dont la mère n'a pas supporté qu'elles deviennent des femmes petit à petit. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas toute l'explication, et c'est un facteur parmi d'autres, mais on trouve ça, en fait. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le dernier stratagème, un peu à bout de force, elle ne sait plus quoi faire, la belle-mère, pour essayer de tuer Blanche-Neige, parce que les 7 nains viennent la sauver à chaque fois, finalement, elle lui donne une pomme. Vous voyez le lien avec l'anorexie. Donc, le point, c'est qu'en fait, cette dictature des apparences, ce n'est pas directement les jeunes, c'est ce que vous disiez, en fait, c'est la reine qui la vit. C'est elle qui est tyrannisée par son miroir, justement. Hein ?
En fait, en gros, si on voulait être un peu provocateur, on dirait que c'est un problème de vieux, la dictature des apparences. Et que c'est devenu un problème des jeunes dans leur lien avec ceux des générations précédentes, en fait. Donc c'est plutôt que de dire un problème de vieux, on pourrait dire que c'est un problème que rencontrent les sujets que l'évolution de la vie contraint à devoir envisager leur propre succession, je pense. C'est pour ça qu'en fait la belle-mère est meurtrière. C'est parce qu'elle doit céder la place. Elle n'a pas eu d'enfant en plus. Réalisation spécifique pour une femme. Elle doit céder la place, mais elle ne peut pas. Elle n'arrive pas. Et en fait, ce qui est intéressant pour un peu développer cette idée, cette piste de l'inversion générationnelle, c'est qu'en fait, dans la version des frères Grimm, c'est un petit peu plus trash que dans Walt Disney. C'est pas le même public qui est visé, puisqu'en fait, la reine, la belle-mère, elle veut retrouver la jeunesse en mangeant le corps de sa rivale. Ça, c'est très important. C'est le mythe vampirique classique qui est associé à toute l'idée de jeunesse éternelle, parce que les vampires, pour rester jeunes, ils ont besoin de sang frais tout le temps. Donc, elle demande, comme vous savez, à un chasseur de tuer Blanche-Neige, et elle lui dit « Tu vas me rapporter comme preuve que tu l'as tué ses poumons et son foie ». Après quoi, dit la traduction française, la mauvaise femme les mangea, et pas en croyant se repaître du foie et des poumons de Blanche-Neige. C'est ça qu'elle voulait faire. Elle voulait la manger. C'est comme, il y a plein de légendes comme ça, comme la comtesse hongroise Báthory, qu'on appelait la Dracula femme, qui se baignait dans du sang de jeune vierge, parce qu'elle pensait qu'elle aurait comme ça une jeunesse éternelle et un teint éclatant, etc. Ce qu'on voit là, c'est que il y a quelque chose, c'est complètement freudien, quoi. C'est totémique. Elle veut manger ce qui rend l'autre beau et désirable. Elle veut pas sortir, cette reine belle-mère qui doit souffrir beaucoup. Elle veut pas sortir de la position de l'enfant. Elle veut continuer à recevoir des louanges. À partir juste de ce tout petit point, moi, c'est ça ce que je voulais souligner au fond, c'est quand on se demande souvent, voilà, vous en parliez, comment aider les nouvelles générations aussi à établir leur propre rapport à l'apparence, aux belles apparences. Par rapport à l'anorexie, on discute beaucoup de ça. C'est un peu comme quand on discute du lien entre les jeux vidéo et la violence, quoi. Est-ce qu'il y a un lien, lequel, etc. Bon. Il ne faut peut-être pas se précipiter, parce que ce que montre le conte de Blanche-Neige, c'est un peu ce que dit Tisseron dans son rapport sur les jeux vidéo d'ailleurs, ce que montre le conte de Blanche-Neige, en fait, c'est que le problème de la beauté éternelle, c'est le problème du rapport des adultes aux belles apparences. Et cliniquement, relationnellement, à mon avis, l'enjeu, c'est de savoir si on arrive à montrer aux générations suivantes qu'on n'est pas complètement soumis, qu'on arrive à faire face à notre porte de la mort suffisamment pour ne pas être soumis à un fantasme vampirique de jouvence éternelle. Parce qu'au fond, moi, mon sentiment, notamment à partir de cette clinique d'anorexie, mais de manière plus générale, c'est qu'au fond, si les jeunes adolescents sentent qu'on est suffisamment à l'aise avec nos propres imperfections, alors ils sentent qu'ils auront une place. Ils peuvent s'identifier à notre rapport un peu plus distant, un peu plus équilibré, à notre apparence et à notre vulnérabilité, dont je parlais tout à l'heure. C'est de cette façon, à mon avis, que ça peut jouer un rôle de modèle non tyrannique, justement, non persécutif. J'ai essayé de faire un digest de ce que je voulais vous dire pour qu'il y ait un petit peu de temps aussi aux questions, mais voilà ce que je voulais vous amener ce soir en tout cas. Merci. On va respecter nos traditions et donner la parole à la salle. Mais j'entends quand même dans ton propos, David, mon corps m'appartient et le capital d'une femme, c'est sa beauté et ne plus s'en occuper, c'est un corps en jachère. Toute référence à un monde de la valeur du corps, de la réification du corps. Or, on est quand même dans une période où tout le monde a peur de l'augmentation de cette réification, que ce soit dans la reproduction, que ce soit dans tous les domaines sociologiques. Et est-ce que tu ne penses pas qu'on est dans une période où la valeur du corps, quelqu'un qui peut dire « je ne veux pas devenir moins que personne », fait référence à une société où une personne a de la valeur, presque marchande, quand elle correspond à des canons?
Bien, oui, enfin, c'est une donnée sociologique. D'ailleurs, des travaux menés par des sociologues ont montré que des gens qui sont jeunes et beaux, par exemple, ont beaucoup plus de chances d'être recrutés que des gens qui portent un moindre potentiel de séduction et qui sont un tout petit peu plus âgés. Donc là, il s'agit plutôt de faire un constat. J'essaie d'éviter de faire des jugements de valeur, évidemment, parce que je ne veux pas confondre la sociologie ou l'anthropologie avec des jugements de valeur ou une direction de conscience, des choses comme ça. Surtout d'ailleurs en ce qui concerne la chirurgie esthétique, parce que je suis assez d'accord avec Maurice. Je pense qu'il y a aussi une jubilation, il y a aussi une jubilation de se voir transformé. Il y a des jeux d'identité qui font qu'on est mieux dans sa peau, mieux dans sa vie. Et je ne vois pas pourquoi le sociologue sera là pour dire mais c'est de l'aliénation, c'est une manière de se référer à des stéréotypes de nos sociétés, etc. S'agissant de l'augmentation et autres, là, j'ai écrit des choses souvent beaucoup plus critiques, mais on reste dans un univers assez fantasmatique jusqu'à présent, de toute façon. Cette idée de l'immortalité, etc., elle est, à mon avis, je pense qu'elle est un pur fantasme. Et puis l'augmentation de la beauté à travers l'homme augmenté et autres, ça tracasse pas trop les transhumanistes, de mon point de vue. Ils sont plutôt dans le néolibéralisme, de l'augmentation des performances, de l'efficacité, d'une maîtrise du monde, etc. C'est pour ça que c'est pas une idéologie que j'aime énormément. Mais ils sont pas la beauté, ils s'en foutent. D'ailleurs, le transhumanisme, c'est un phénomène essentiellement masculin. Il faut aussi le rappeler, une espèce de virilisation permanente, d'être toujours debout, d'être toujours dans la verticalité, dans la maîtrise, etc. Pour ça qu'il y a très peu de femmes dans le transhumanisme. Donc, pour moi, la question de la beauté, elle n'est pas très présente dans le transhumanisme. Elle vient de surcroît, en quelque sorte, mais elle n'est pas au cœur. Allez-y. On arrive. Bonsoir à tous. J'ai une petite question qui est peut-être un petit peu simple. L'enjeu essentiel ne serait-il pas que chacun soit le plus libre possible d'être beau comme il le souhaite et peut-être pour qui il le souhaite? C'est facile à faire, hein. Mon métier, c'est de remettre les gens en accord avec eux-mêmes. C'est ce que j'explique. La demande en chirurgie plastique, c'est la synthèse entre une possibilité. Vous avez quelqu'un en face de vous. En plastique, ça veut dire même en réparatrice. Hein. Pour une reconstruction du sein, c'est la même chose. On ne doit pas imposer à toutes les femmes de se faire reconstruire. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas le téton, il y en a qui veulent le cône uniquement. J'ai une patiente hier qui avait une reconstruction. Le cône était fabuleux, il fallait faire le téton. Pour moi, ça m'aurait fait très plaisir de refaire le téton pour achever ma reconstruction. Elle m'a dit, docteur, j'en veux pas. Moi, c'était pour mettre un soutien-gorge. Et le contrat est rempli, elle m'a dit. Ça a été ses mots. Et en tant que médecin, je me suis arrêté là. Je ne suis pas un peintre pour faire une chose. Je dois écouter mon patient. Donc, un médecin et un chirurgien plasticien, c'est une demande et une possibilité. La possibilité sans la demande n'a pas d'intérêt. Je ne vais pas passer dans les rangs, là, vous dire vous pouvez avoir un lifting, vous pouvez avoir une chose. Il y a d'abord la demande. Après, il y a la réalité de la possibilité et de remettre les gens, parce qu'ils nous voient souvent comme des magiciens, de leur redonner, de leur redire ce qui est possible. Et après, d'être persuadés aussi que si on y arrive, ils vont en être contents. Ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans le fantasme du toujours plus. Ça, c'est plus difficile à évaluer. Mais une fois que ça est fait, encore une fois, moi, je suis médecin, pas politique. J'ai quelqu'un en face de moi, je ne peux pas lui dire « Oui, cette dictature de la beauté, dans 20 ans, tu sais, on va militer ensemble et dans 20 ans, on verra. » Il va me dire « Dans 20 ans, je suis mort. Moi, je veux être bien aujourd'hui. » Voilà. Et aux politiques et à vous de faire changer les choses sur d'autres critères. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais pourtant, tu nous as donné 2 ou 3 exemples où la demande n'était pas la demande primitive et où se cachait derrière la demande une autre demande, peut-être pas vraiment satisfaite par la chirurgie. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire. Non, c'est pas contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut juste, c'est le 3e point de ce que je viens de dire, il faut savoir si, une fois qu'on a une demande, il faut savoir ce que le patient est vraiment venu chercher. Donc il y a effectivement la parole, la parole est fondamentale en chirurgie plastique, il y a la possibilité technique, et il y a l'évaluation de cette demande, si c'est vraiment celle-là ou s'il est venu chercher autre chose. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça notre boulot de médecin. Donc oui.
Alors bonsoir, derrière cette dictature des apparences, vous parlez d'un rapport à la mort, de la crainte de la mort. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser tout simplement la peur de ne pas être dans le moment présent? Tant il est vrai que souvent les humains se sentent immortels, donc ils ne pensent pas franchement à la mort, mais peut-être est-ce qu'ils ont peur d'être spectateurs de la vie qui passe et de ne plus pouvoir appartenir à certains moments, à certains événements de la vie, parce qu'effectivement l'âge avance. Alors effectivement, je rejoins tout à fait l'idée que ça serait les sexagénaires, on va dire, qui sont plus touchés par ça, c'est un problème de vieux, on va dire. Mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas ce ressenti de la vie qui passe et peut-être la peur de ne pas vivre le moment présent, peut-être, derrière cette dictature des apparences. Puis, tant il est vrai aussi qu'il y a ce décalage entre, comme disait David Le Breton, ce que l'on sent, que l'on est soi-même, un éternel adolescent, pourquoi pas, et puis... On ne vous entend pas bien, madame. Il faut un mettre le éternel micro adolescent, sur le menton. Voilà, et quand on se voit dans le miroir, effectivement, nous est renvoyée l'image, effectivement, de l'âge qui est passé, alors qu'en soi, on est effectivement peut-être plus jeune qu'on ne le pense. Mais donc cette peur de ne pas vivre le moment présent. On pourrait vous dire que alors, les philosophes ont beaucoup écrit là-dessus, hein, mais s'il s'agit de vivre le moment présent avec une plénitude telle que finalement on a l'impression que le temps est suspendu, hein, suspend ton vol, ça c'est le sentiment d'éternité. Hein. Peut-être qu'on cherche ça et qu'on a besoin d'éprouver ça, mais l'éternité c'est la mort, c'est la même chose, de toute façon. Donc est-ce que pour moi c'est pas forcément, ça s'oppose pas forcément, on verra ce que disent mes co-orateurs, mais ça s'oppose pas forcément avec l'idée suivant laquelle il y a une peur de la mort. Je pense que c'est plutôt un moment où on oublie qu'on est mortel, en fait, ce que vous appelez le moment présent. Alors tu as parlé de plus de bien-être, moins de mal-être, et tous deux d'ailleurs. Et moi, dans mon métier, je vois de plus en plus de jeunes femmes de 15 ans accompagnées par leur mère qui viennent demander une modification de leur vulve. Et ne me dites pas, docteur, que ma vulve est normale, j'en ai vu des mille et des cents. Et la mère de loin, derrière le paravent, qui fait comme ça. Elle est dans le mal-être. Alors ça, le mal-être est grand. Faut-il toujours répondre à cette demande-là? Faut-il seulement y répondre une seule fois? Maurice. Oui. Alors, il est vrai que la chirurgie de la vulve est une chirurgie qu'on faisait très peu et qui, avec Internet et les images maintenant, il y a une normalité de la vulve. Moi, je ne savais pas ce qu'était une vulve normale. Hein. Franchement, je n'avais pas d'esthétique de la vulve. Hein. Et maintenant, alors je sais, avec les photos, je ne sais pas ce que les jeunes vont voir sur Internet, mais il y a une sorte une norme c'est réalisé. Et on a, alors il y a aussi la politique du poil. En même temps, il y a de moins en moins de poils. Et très curieusement, les femmes qui trouvent qu'elles ont des petites lèvres longues, elles sont très souvent, elles ne le dissimulent pas du tout. C'est assez étonnant. Donc, bon. Et donc, on a cette chose-là. Donc, encore une fois, là, je suis là devant un phénomène que je dois prendre en compte et je dois estimer, est-ce qu'on doit y répondre comme dans toute la chirurgie esthétique? Moi, je dis toujours, environ 7 fois sur 10, je réponds non, pour des tas de raisons, 7 à 8 fois. Hein. Donc, chez ces jeunes femmes, je réponds non ou oui, mais pas toujours. Et quand tu dis que la mère derrière fait non, parfois la mère fait... Moi, pardon pour les mères, j'ai souvent du mal à me débarrasser des mères. Je vois... parce que la demande est souvent une demande de l'enfant parfait, des choses... C'est très compliqué parce que... tu m'as dit l'exemple de la vulve, mais l'idée du nez, c'est assez magique. Vous avez une gamine ou un gamin qui a une petite bosse, vous lui enlevez, il se regarde dans la glace, il est encore gonflé, il dit « formidable », ça va changer sa vie. J'ai des courriers aujourd'hui de personnes à qui j'ai fait ça, qui me disent « c'est un tournant dans ma vie, ça fait 20 ans, ça a changé ma vie ». Mais vous avez aussi, quand vous voyez un jeune homme ou une gamine arriver à 17-18 ans avec sa mère,
je dis toujours parce que c'est vrai, je dis, mademoiselle, jeune homme, vous êtes tout à fait beau comme ça, pourquoi vous voulez faire ça? Je commence comme ça, toujours, parce que c'est vrai. Et de temps en temps, ça ne marche pas, mais de temps en temps, j'essaye de renarcissiser l'ado, le jeune adulte. Et je vois la personne qui éclot de nouveau, je le vois. Et de temps en temps, la demande s'efface. Mais je me rappelle d'une fois, comme ça, il y avait la maman à côté, et j'ai vu la jeune fille qui s'épanouissait d'un coup. J'ai vu qu'elle éclosait, quoi. Et là, à la fin, je croyais que ça allait être non, et la maman a fait exactement ce geste. Oui, mais quand même, docteur. Et là, vous voyez, j'ai opéré la fille pour la mère. Je suis obligé d'en tenir compte parce qu'elle s'en sortira jamais. David. Oui, je vais juste dire quelques mots autour de cette chirurgie de la vulve qui est apparue il n'y a pas très longtemps, mais du fait des incidences du cinéma pornographique, enfin des films pornographiques qu'énormément d'enfants ou d'adolescents visionnent sur Internet. Et ça donne évidemment, ça déréalise complètement le rapport au désir, le rapport à l'autre. Donc les filles ont la conviction que si elles n'ont pas une vulve complètement épilées et conformes à ce qui est montré dans les films pornographiques, alors personne ne les aimera jamais. C'est-à-dire, finalement, elles intègrent l'idée que là, il y aura une espèce de handicap, de mutilation, etc. Et du côté des garçons, c'est plutôt la performance, c'est plutôt les postures, etc. Mais il y aura aussi quand même des garçons qui vont avoir le sentiment que leur pénis est trop petit et qui vont vouloir le rallonger ou l'épaissir, etc. Là, moi, je vois des incidences plutôt de la pornographie sur la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Là, il y a réellement une incidence que j'ai vue dans ma carrière augmenter beaucoup à cause de cette tyrannie-là. Ça, c'est une certitude. Et sans doute aussi, ça c'est toi qui le sais, sur les pratiques sexuelles qui en découlent. Ça rend catastrophique souvent l'entrée dans la sexualité des tout jeunes, des jeunes générations. Oui. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, évidemment, de ce qui se passe dans le cinéma pornographique, puisque ce sont des spécialistes, ce sont des acteurs qui ont été choisis, évidemment, pour leur qualité physique. Ils sont bourrés de drogue. Enfin, on sait très bien, ils se font des injections dans le pénis pour pouvoir bander pendant 3 heures. On sait que c'est comme ça que ça marche. C'est encore pire que le Tour de France. Mais les ados ne le savent pas. Bah oui. Parce que tout de même, tu as dit, il n'y a pas de tyrannie de... Et je voudrais juste évoquer quelque chose où il y a une vraie tyrannie. On a fini par dire aux modèles de mode et aux présentateurs de mode d'arrêter de présenter des femmes anorexiques parce que ça constituait pour toutes les femmes ou pour beaucoup de femmes un véritable modèle, et avec toute la toxicité de cela. Attends, je veux être clair. Je pense qu'il y a une tyrannie qui s'est profilée sur la chirurgie du sexe. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de pressant. Je dis simplement qu'il y a une tyrannie sur ces pauvres jeunes femmes qu'on fait maigrir. Là, c'est une évidence, qui sont mannequins, etc. Mais la répercussion sur les jeunes de ces choses-là ce que je vois est beaucoup moins importante qu'on le croit. Il y a quand même il y en a. Il y a des gens qui veulent. La personne qu'il ne faut jamais opérer, c'est la personne qui vient avec le magazine et qui dit je veux être comme Claude François ou comme machin ou comme truc. Mais ça arrive peu en réalité. Ça arrive peu. Cette chose-là, ça arrive peu. Alors évidemment, mais ça change un peu les bourrelets, la graisse, tout ça est gênant. Mais quand même, ce sont des photos de magazines, elles regrettent peut-être, elles veulent peut-être être un peu plus minces, ou ils veulent être un peu plus minces, mais il y a quand même beaucoup moins, ça a une répercussion beaucoup moins importante. Et dans la chirurgie du vieillissement aussi, je crois qu'il faut faire une très grosse différence entre la chirurgie du vieillissement et la chirurgie de la beauté, de la morphologie. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors bonjour. Donc dans l'introduction, vous avez dit que la chirurgie esthétique s'est banalisée aujourd'hui. Et moi, c'est pas mon impression. Mon impression, c'est qu'aujourd'hui, la norme, c'est qu'il faut être beau, mais au naturel. Et pas juste beau, ce qui est pire, parce que, enfin, de mon point de vue, est pire parce que ça veut dire qu'on n'a pas de porte de sortie. Et donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que cette norme de la naturalité, elle existe et qu'elle est aussi dangereuse, voire pire que la norme de la tyrannie de la beauté?
Il ne faut pas faire de jugement de valeur, là non plus. Il y a une espèce de beauté écologique, effectivement, qui est apparue ces dernières années. Moi, j'y vois un élargissement du marché, tout simplement. D'abord, nous, alors, la chose peut être vue différemment. On nous demande que ce soit naturel, que ça ne se voit pas. C'est ce que je vous dis. Donc la norme elle a sûrement changé vers cet élément-là. C'est-à-dire que si vous voyez la chirurgie esthétique, quand elle a commencé, ce qui est beau est ailleurs, hein, souvent. Et les premiers liftings qui ont été faits il y a 40 ans, vous savez, on mettait tous les yeux des hommes et des femmes comme ça parce que être asiatique, ces yeux-là, c'était très beau. Et en Asie, c'est exactement le contraire, ils européanisaient. Et puis la chirurgie, les choses ont vieilli. En Asie, ça n'a pas encore vieilli, ça. Ils sont un peu en retard sur cette évolution-là. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça, c'est une horreur. C'est d'asiatiser des regards. Mais surtout, je voudrais parler du naturel. Le naturel, c'est quelque chose qui m'irrisse parce que nous sommes tous sauf naturels. Si nous faisons que du naturel, il n'y a plus de médecine. Nous sommes vivants jusqu'à cet âge-là parce que nous faisons des choses qui ne sont pas naturelles. Hein, si vous vivez naturellement, l'espérance de vie, c'est 35 à 40 ans. Voilà. Donc il faut arrêter ce chose de le naturel est bon. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention de ne pas faire, et d'autres, mais le naturel en soi, nous nous maquillons, nous nous habillons, nous ne sommes pas naturels. Le propre de l'homme, c'est de jouer sur le monde et sur son corps, pour aller un peu plus loin. Moi, j'ai vécu, la femme, on se lamente, mais David le disait, la femme à 40 ans, quand j'avais 20 ans, c'était une vieille. C'était une vieille, elle n'avait même pas le droit au chéquier. Hein. L'autorisation du mari, c'était un peu avant ça, mais c'était ça. Hein. Quand même hallucinant, pas le droit de vote. Est-ce qu'on peut y penser aujourd'hui? C'est quand même incroyable. Et puis j'ai vu au long de ma carrière, la femme de 40 ans, elle est devenue très séduisante comme une autre, avec plus d'efforts que les hommes. La femme de 50 ans, maintenant, il n'y a plus de problème. La femme, moi je vois les femmes de 60 ans, il n'y a plus aucun problème, ni sur la sexualité, et elle s'en vante, ni sur rien. Et là, le combat aujourd'hui, je le vois, et là je le vois comme les choses, la femme de 70 ans est en train de gagner absolument le combat sur sa sexualité, sur sa beauté, sur son désir. J'avais hier encore... Par chance, elles ne viennent pas nous demander de refaire leur vulve. Oui. Et j'avais une femme de 82 ans qui me vantait sa sexualité en me disant « Je suis avec un homme de 52 ans, il est fou de moi ». Bon, et j'entends de plus en plus. Alors peut-être que, heureusement, Macron a donné l'exemple et les choses se sont déliées, et c'est heureux. Mais en tout cas, il ne faut pas se lamenter. La dictature, elle était même dans les tribus. Il y a une dictature de la beauté, de la norme, etc. On a des exemples de mode, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses, de ce point de vue-là, évoluent dans le bon sens. Donc, ma question va vers une petite synthèse de tout ce que j'entends de vous, hein, que j'apprécie. Je trouve que c'est très bien tout ce que vous avez dit. Ce n'est pas finalement un problème de valeur. Donc, si on fait une synthèse, parce que bien sûr, quelqu'un qui est estropié ou brûlé ou qui a vraiment besoin, on comprend qu'il vienne pour faire une chirurgie esthétique. Mais la plupart des gens, ils n'auraient pas besoin hein, pour faire pour réparer, pour changer, pour modifier leur nez, leur sein, ou pour maigrir ou pour d'autres choses. Ce n'est pas finalement un problème de valeur dans la société qu'on diffuse un peu partout et de toutes les façons. Donc déjà, le modèle qui est un modèle très compétitif, donc il faut être vraiment bien en forme, il faut être beau, il faut être puissant, il faut être intelligent. Donc c'est tout ça, ça pèse à tous les échelles et partout. Donc du coup, la personne, si elle ne rentre pas un peu dans les normes, elle se sent un peu exclue, elle ne se sent pas aimée. Donc elle croit qu'elle n'a pas de valeur. Donc elle n'est pas à l'auteur de la moyenne, quoi. Elle n'est même pas dans la moyenne. Hein. Elle ne veut pas forcément être comme Cindy Crawford ou comme quelqu'un d'autre, comme une autre personne. Mais elle sent qu'elle n'a pas de valeur si elle ne rentre pas dans les normes parce qu'on diffuse ce type de valeurs. Et peut-être que la solution serait en même temps de diffuser aussi des valeurs plus de bienveillance, de modestie, de tolérance, d'amour, de respect de l'autre tel qu'il est, peu importe qu'il est beau ou pas, qu'il est petit, qu'il est faible, qu'il est puissant. Donc de diffuser ces valeurs et aussi un peu plus des valeurs d'ordre stoïque, donc qui pourraient vous paraître opposées, de s'accepter tel que nous sommes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un nez un peu plus grand ou accepter tout simplement tel qu'on est. Donc ce ne serait peut-être pas ça la solution de manière générale.
Cliniquement, c'est plus facile à dire qu'à faire ce que vous dites. Cliniquement, c'est plus facile à dire qu'à faire ce que vous dites. Vous en connaissez beaucoup des gens qui n'ont pas d'idéal. Moi, j'en connais pas. C'est difficile, la bienveillance et de se dire, moi, tout ira bien, il n'y aura pas de problème, je vais m'accepter totalement comme je suis. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'une des fonctions de la génération précédente, c'est de montrer aux générations suivantes qu'ils essayent de se décaler par rapport à l'idéal. C'est déjà pas mal. Mais si on dit aux gens, il suffit de jeter tout ça par-dessus bord, toutes les préoccupations qui peuvent mener à des recours à la médecine, par exemple, ou des choses comme ça. Si vous dites aux gens, il faut jeter ça par-dessus bord, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire, si j'ai ce genre de pensée, je ne suis pas normal. Maurice. Je suis entièrement d'accord avec vous, on est tous d'accord, j'espère, avec ça, mais l'un n'exclut pas l'autre. Nous sommes des docteurs. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de docteurs et plus de maladies, et qu'il n'y ait plus ce métier. Donc, vous dites qu'il faut effacer la maladie. Moi, je suis d'accord d'effacer la maladie. Mais en attendant, on fait comme on peut. J'ai une dame de 80 ans, je raconte toujours, j'ai une femme de 80 ans, une intellectuelle, qui vient pour un lifting. Une intellectuelle. Il y a beaucoup d'intellectuels qui viennent pour leur physique, des psychologues, des choses. J'en ai beaucoup, hein, des psychanalystes. Ceux-là, ils devraient s'allonger plutôt. Ouais. Non, mais ça veut dire bon. Et cette femme, je lui dis, mais pourquoi, madame? Je parle avec elle, elle avait une jolie voix, elle avait un discours, on a envie de parler avec elle. Elle m'a dit deux choses. Elle me dit, docteur, vous savez ce qui me manque? Parce qu'on vit pour être regardé aussi, qu'on le veuille ou pas. C'est pas, sur une table, je sais briller, etc. Il me manque le regard du camionneur au feu rouge. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, je ne vous dis pas les choses. Voilà, on a beau dire les choses. Et d'un autre côté aussi, lorsque vous êtes vieux, on ne vous entend plus. Je l'entends souvent, ça aussi. C'est-à-dire que la même parole qui sort de la bouche, lorsque vous avez un aspect physique, je ne juge pas, je dis que lorsque vous avez un aspect physique d'un certain âge ou d'un autre, eh ben, le même sens des paroles ne va pas être entendu de la même manière si on vous entend encore. Donc, quand vous avez 70, 80 ans, vous n'allez pas dire on va lutter, faire de la bienveillance. Je vous avais dit, vous avez quelques années, je voudrais être encore entendu. Ben, ils y vont. Bonsoir. Pensez-vous qu'on pourra un jour vraiment cultiver sur toute la société l'idée de l'acceptation de soi tel que l'on est et des autres tels qu'ils sont? Et avez-vous une idée de comment on pourrait y parvenir? David. Oui. J'ai envie de dire d'abord que les normes importent peu. Ce qui est essentiel, c'est ce qu'on en fait dans notre vie personnelle. Un peu une parole aussi de sociologue, c'est pas la culture qui importe, c'est ce qu'on fait chacun de nous de notre culture, des influences qu'on a reçues. Et je pense qu'on vit dans une société infiniment plurielle, qui est liée aussi à l'individualisation du sens. Nous sommes des individus, de plus en plus des individus, et donc nous vivons chacun avec des significations et des valeurs qui peuvent être différentes des personnes qui nous sont les plus proches. Moi, je pense que la société, en effet, aujourd'hui, offre un panel énorme de rapports à la beauté, de rapports à la vieillesse, etc. Et Maurice l'a très bien rappelé, effectivement, il y a énormément de gens âgés qui revendiquent même carrément leur âge, qui continuent à avoir une sexualité épanouie, même à un âge relativement avancé. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont se morfondre déjà à 40 ou 50 ans. Et puis voilà. Et puis même les critères de beauté se sont ouverts ces dernières années, parce que regardez les magazines féminins aujourd'hui, il n'y a pas uniquement des femmes splendides, sculptées, il y a aussi la prise en compte d'une plus grande banalité entre guillemets du rapport au corps, au visage, à la beauté, etc. Parce que les journalistes se sont rendus compte que finalement c'était complètement déréalisant de montrer des femmes superbes en permanence, puisque personne ne pouvait vraiment se reconnaître en elles. Alors aujourd'hui, ce sont davantage des photos dans lesquelles il est plus facile de se reconnaître. Et puis indépendamment de ça, vous avez d'innombrables groupes sur Internet, par exemple, qui revendiquent leur beauté. On a eu, par exemple, une campagne formidable de personnes handicapées en Suisse, si ma mémoire est bonne, qui posaient avec effectivement une beauté absolument éclatante. C'était des hommes ou des femmes dans des fauteuils roulants à qui il manquait un bras ou autre, mais qui dégageaient une espèce d'aura absolument magnifique.
Regardez également comment des femmes en surpoids, entre guillemets, pour moi c'est un jugement de valeur de dire un surpoids, mais en tous les cas la société le fait couramment, regardez ces femmes en surpoids qui alimentent des blogs où elles valorisent justement le fait d'être bien en chair. Et elles disent d'ailleurs les hommes préfèrent les grosses, etc. Donc il n'y a plus du tout aujourd'hui. Je pense que ce qui importe, c'est ce qu'on fait des normes, quoi. Il y a toujours moyen de les contourner, de les détourner, et puis finalement de s'aimer tel qu'on est, sauf si on est peut-être trop conformiste et qu'on rentre trop, qu'on donne un crédit trop important à un discours ambiant. Mais à mon avis, il n'est pas conforme à la réalité, à l'infinie complexité, l'ambivalence également du monde d'aujourd'hui. Olivier. Juste, on pourrait c'est d'ailleurs compatible avec ce que tu dis, mais on pourrait dire que s'il y a une pluralisation de normes, mais pas une disparition, parce que finalement, on pourrait dire, OK, en gros, il n'y a plus qu'un seul canon, mais c'est pas pour ça qu'il y en a plus, il y en a plusieurs. Oui. Donc la question qui se pose à ce moment-là, entre guillemets, encore une fois, c'est pas du tout une contradiction, mais c'est pour dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est que la norme se déplace en se pluralisant, et que la question, ça va être à quoi t'appartiens, un peu plus, à quel type de... Voilà, donc on pourrait dire, ah oui, mais au fond, la question de est-ce que je suis suffisamment bien, elle peut se reposer, mais à l'intérieur d'un groupe. Oui. C'est juste pour dire qu'elle ne disparaît pas. Oui, tu as raison, mais ça donne aussi du sens à la vie, ça donne une valeur, ça mène une recherche. C'est juste pour dire, par rapport à la question qui nous a été posée, que de toute façon, la question du rapport à l'idéal ne peut pas disparaître, à mon avis, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Allez-y. Bonjour. On vient d'élire le plus bel homme et la plus belle femme de la planète ces jours-ci. Et je voulais savoir si vous pouviez dire quelques mots, quelques explications sur ce ratio d'or, d'où est-ce que ça vient, les origines grecques de ces formules mathématiques, de la science de la beauté. Oh, c'est plutôt à toi. Tout le monde se repasse le truc. Tout le monde se repasse le truc. L'homme de Vitruve. J'ai mal entendu, c'est le nombre d'or quel nombre d'or. On se repasse la question, là, vous êtes gentil avec nous. Hein. J'ai horreur de ça. Là, je ne peux pas vous dire autre chose. Si j'admets le nombre d'or, c'est que j'admets qu'il y a une norme absolue de l'homme parfait. Donc moi, je veux bien pour des objets qu'on cherche des choses. D'abord, j'ai jamais bien compris quand j'ai lu ce qu'était le nombre d'or. C'est le propre des choses comme ça qu'on comprend pas parce qu'on peut tout y mettre. Moi, j'ai pas compris exactement, mais en tout cas, je serais très embêté qu'on puisse l'appliquer. Je viens de vous dire qu'il faut mettre les gens en accord avec eux-mêmes. Ils ne se prennent pas une règle. Et pour prendre le nombre d'heures, moi, ce que j'apprends à mes internes et à mes chefs de clinique, vous savez, la mesure rassure. Ça veut dire que dans notre métier, c'est vrai, on apprend que lorsqu'on fait tant de centimètres, le téton doit être à tant de centimètres de l'épaule, etc. Sauf que les gens sont plus larges qu'on veut ou plus haut qu'on le pense. Donc les internes sont très rassurés de faire ça parce que lorsque par exemple on refait des seins, il faut faire des mesures et on fait des dessins avant sur lesquels on va découper. Et donc je vérifie leurs dessins la veille et ils ont pris des mesures. Alors ça marche 8 fois sur 10, mais moi je leur enlève la règle de la main. Il faut qu'ils arrivent à mettre en exergue leurs yeux parce que sinon ils se plantent. Donc tous ces nombres, il y a une sorte d'harmonie qui existe, qui est naturelle et qui est au-delà des chiffres. Alors je réponds un peu à côté parce que je ne savais pas quoi répondre sur le nombre d'or, mais voilà. Donc il faut se méfier de la règle et des mesures trop précises. Remettez les gens en accord avec eux-mêmes, exercez votre œil pour avoir une sorte d'harmonie. D'abord, on a beaucoup plus de difficultés à opérer quelqu'un qui est photographe ou quelqu'un qui travaille de ses yeux que quelqu'un qui ne l'est pas, parce que vous avez remarqué que on est dans la civilisation de la photo, des choses, de l'image. Mais personne ne regarde personne. Moi, je peux vous dire, on refait des nez, on fait des choses, docteur, et qui peuvent être magnifiques. Docteur, on ne l'a pas vu. Alors c'est naturel parce que les gens ne se regardent pas. Ils se prennent en photo. Mais ils ne se regardent pas et ne regardent pas leurs photos. On a une civilisation de l'image où les gens ne sont pas attentifs aux autres, ne regardent pas les autres, ils regardent leur écran, et ils peuvent voir la personne, ils vont l'analyser à travers l'écran, mais en direct, ils ne la voient pas. Ben, s'ils trouvent que sur l'écran, c'est beau. Voilà. Oui, juste oui. Un petit mot sur l'homme de Vitruve. Finalement, c'est l'homme conquérant. C'est l'homme d'abord, c'est le masculin.
C'est pas une femme, c'est un homme, et c'est finalement l'homme dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. C'est l'homme maître et possesseur de la nature, dira plus tard Descartes. C'est l'émergence à la fois, oui, de l'humanisme, mais aussi d'une emprise sur le monde naturel, etc. C'est la Renaissance, c'est le commencement donc du monde qui est le nôtre aujourd'hui. Mais c'est encore un monde éminemment masculin. En plus, c'est un homme relativement jeune, relativement fort, etc. C'est un certain idéal qui nous est donné par la Renaissance. Cela dit, les statues paléolithiques des femmes nous montrent un autre canon de la beauté. Absolument, oui. Oui, je voulais revenir sur la vieillesse et le fait qu'on ne voit plus les femmes à partir d'un certain âge. Benoît de Groot avait écrit un livre qui s'appelle Touche étoile, et où elle en parle justement. Et Benoît de Groot, journaliste extrêmement active pour le féminisme, disait qu'effectivement elle était désolée, mais qu'à partir de 60 ans, 65 ans, on ne la regardait plus dans la rue, on ne la sifflait plus, et que c'était désolant. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport justement au fait que plus ça va, plus les femmes sont jeunes, à 40, à 50, à 60. Et je me faisais la remarque chez des actrices, par exemple, qui jouent des rôles, alors qu'elles ont 60 ans, des rôles de femmes de 35 ans. Et ça doit être difficile aussi pour ces femmes jeunes, en fait, vraiment jeunes, qui, elles, ont une concurrence qui augmente, en fait, puisqu'on se retrouve avec non seulement les jeunes, mais en plus, on se retrouve avec les vieilles. Madame. Oui. Alors, moi, je voudrais faire une remarque. Comme je suis arrivée à la fin, ça a peut-être été évoqué, donc je m'en excuse si c'est le cas. Je me faisais une remarque entre cette dictature de l'apparence qu'on veut enrayer et qui me paraît pertinente, mais par ailleurs, très naturellement, en tout un chacun, la nature humaine veut que la beauté suscite d'énormes jalousies, je dirais la beauté naturelle pour le coup, et au-delà, à mon sens, de l'intelligence, de l'argent, voilà, qui suscite en général des jalousies de tout un chacun. Alors ça me paraît un paradoxe de dire il faut sortir de la dictature de la beauté, hein, et en même temps, très naturellement, la beauté, à mon sens, est ce qui génère le plus de jalousie, de mesquinerie, alors que quand on est beau, on n'enlève rien à personne et on n'a rien de plus. Donc à quoi sert d'en vouloir à la beauté ou à la personne qui est belle? Alors la solution serait, à mon sens, de faire un travail sur soi, de s'accepter tel qu'on est, et malheureusement moins beau ou moins belle que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ou Monica Bellucci et bien d'autres. Et puis aussi de s'exercer à voir peut-être la beauté intérieure, la beauté qui existe en tout un chacun. Il suffit de s'y intéresser, comme vous le disiez, on ne se regarde pas, et surtout, on ne voit pas l'autre en dehors de sa plastique. Voilà. Olivier. Bon, pas seulement, parce que vous parliez aussi de choses dont parlait Maurice Pinou tout à l'heure, mais c'est pas très étonnant que la beauté soit ce qu'il y a de plus envié, puisque c'est ce que la nature nous a donné, comme on dit dans les textes classiques. Donc c'est par définition ce qu'il y a de plus injuste. Donc bah oui, donc c'est au contraire tout à fait normal que les gens soient envieux, puisque finalement on se dit mais il y a un sketch de Desproges là-dessus qui s'appelle quelle est la différence entre Robert Redford et moi? Quelques centimètres par-ci, quelques centimètres par-là. Bon, et ça, il exprime en rigolant ce truc de l'injustice qui est que au nom de quoi telle personne a pu être un canon, etc. Donc c'est normal que ça soit envié. Il n'y a rien de plus injuste. Ça y est. David, tu as pris, à juste titre d'ailleurs, l'exemple de Marilyn comme une sorte de critère absolu de la beauté universelle, mais tu sais que pour les toutes jeunes générations, elle est absolument abominable. Je me rappelle d'une adolescente qui disait « Quoi, Marilyn Monroe, mais c'est une grosse vache !» Vous voyez comme le monde change à une vitesse absolument fulgurante. Boris, que penses-tu de ce problème? Marilyn, elle s'est suicidée. Hein. Donc je ne suis pas sûr que c'était un accès au bonheur absolu, cette chose. En plus, donc vous voyez, la beauté, et bon, bien sûr, moi je suis entièrement d'accord avec vous, c'est absolument injuste. Ça dépend d'abord selon les critères, etc., etc. Mais en plus, ça dépend de ce qu'on en fait. Il faut bien voir, regarder les meilleurs chanteurs, les meilleurs. C'est pas les gens les plus beaux. Hein, c'est pas
les plus grands PDG, ce pas des gens les plus beaux. Donc effectivement, on est sans doute plus facilement engagé quand on est un peu sexy et choses. Mais après, dans la réussite, quelle que soit la réussite que ce soit, et c'est pas uniquement financière et tout, je suis pas sûr que ce soit les plus beaux qui réussissent toujours. C'est une idée reçue qu'il faudrait démontrer. C'est moi? Non? C'est parfois même le contraire. C'est parce qu'il y a une sorte de résilience qui fait que on réussit malgré. Madame. Oui, j'ai quelque chose peut-être de plus terre à terre. On a beaucoup parlé des femmes et de leur beauté ou de leur non-beauté, de leur âge, etc., etc. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est la proportion d'hommes et de femmes qui viennent chez vous pour se faire opérer de diverses choses. Ça doit être à moi. C'est une question que les journalistes me posent depuis toujours, en me disant, et ils me posent la question en voulant que je leur dise ça a beaucoup augmenté. Alors, ça augmente régulièrement, mais modérément, mais il y a quand même... Alors, ça dépend quelle chirurgie. Il y a quand même plus de femmes, mais parce que les femmes ont beaucoup plus d'éléments à réparer. Il y a d'abord la grossesse, qui est un élément intercurrent. Il y a les seins qui posent beaucoup plus de problèmes. Déjà, alors si on enlève ça, sur le visage, pour dire des choses qui sont équivalentes des deux côtés, sur le nez, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Pratiquement, un peu plus de femmes. Sur les visages et les liftings, il y a plus de femmes, mais il y a des hommes. Ça continue à être des hommes, parfois en grande responsabilité. Mais il y a quand même plus d'hommes, mais il y a quand même 7 femmes pour 3 hommes. Ça a augmenté, mais moins vite qu'on voudrait l'entendre. Je peux y aller? Madame. Oui, bonjour. Moi, je trouve que la beauté... Enfin, allez, je veux parler de la beauté. Là, parce que j'ai entendu tout à l'heure que... Mettez le micro sur votre menton. Comment? Que la jalousie, qu'on pouvait être jaloux et tout. Mais je trouve que on est attiré par la beauté. On n'y peut rien. Mais on peut toucher la beauté d'une autre façon. Moi, par exemple, si on fait des dessins nus, des fois, vous pouvez faire des épaules d'homme. Vous êtes là en dessinant. Vous touchez le beau. Enfin, on peut avoir différentes façons d'arriver au beau. Et ça, c'est pas simplement comme ça, hein, c'est pour de vrai. Enfin, on le sent réellement dans son être qu'on a touché les paysages, que d'un seul coup, on est heureux d'être dans le beau. Mais c'est vrai qu'on est attiré par le beau et on n'y peut rien. Maurice. Oui, on a tous dit, la beauté, c'est impalpable. Moi, je suis pas spécialiste. On me demande, je dis toujours, je suis pas spécialiste de la beauté. Je suis spécialiste de ce que demandent les gens pour se mettre en accord avec eux-mêmes. Et pour moi, la beauté, elle n'est pas statique. Une photographie, vous savez, on vous dit, vous êtes photogénique. Mais donc, les gens sont contents. Ils ne se rendent pas compte qu'on leur dit, tu sais, tu es plus beau sur la photo qu'en vrai. C'est quand même la réalité. Hein. Donc, c'est plutôt une insulte. Et pour moi, la beauté, c'est dans le mouvement. Je ne sais plus dans quel livre de Kundera qui commence par le geste d'une femme qui fait ça. Et c'est une main. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté absolue. C'est le mouvement. Vous savez, il y a des choses qui sont dans la beauté qu'on ne perçoit pas. Les chirurgies de la main, et le plasticien fait de la chirurgie de la main, réimplante des doigts. On prend toujours le prétexte de la médecine pour réimplanter des doigts. Si vous avez un index coupé, votre main, elle fonctionne même pour un chirurgien pareil. Vous n'avez pas besoin d'index. Votre main, il y a très peu de mains à 5 doigts, pianiste. Vous avez une main à 3 doigts globalement en moyenne. Ça veut dire que vous utilisez 3 doigts, vous n'utilisez pas vos 5 doigts, sinon il faut y penser. Donc réimplanter le doigt, c'est plutôt gênant, il va plutôt être gênant. Alors au début ça m'énervait beaucoup, au début de ma pratique, on disait on réimplante jamais l'index chez un travailleur manuel, je vous assure que c'est vrai. Hein. Par contre, chez la femme, on le fait. Ça veut dire que le travailleur manuel n'avait pas le droit de la sensibilité et la femme était une pauvre femme qui avait besoin de son index pour plaire. Vous voyez, c'était déjà un jugement machiste qui était absolument horrible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous avez un doigt en moins,
sur une main, c'est esthétiquement, c'est ça la motivation, c'est esthétiquement terrible. Sauf que ce qu'on apprend aux patients, c'est de le bouger normalement. Et moi, j'avais un ami qui avait un index en moins, dont je me suis aperçu, pourtant je suis chirurgien de la main, 10 ans plus tard qu'il avait le doigt coupé parce que son mouvement était harmonieux. Et c'est tout. Donc la beauté, elle est dans le mouvement, effectivement, dans le sourire, dans chose là. Donc de toute façon, elle est impalpable. Tout le monde a accès un petit peu à cette beauté. Il suffit un peu de le vouloir. Oui, je voulais savoir, pour les personnes qui ne répondent pas du tout aux critères de beauté standard dont on parle actuellement, et que pourtant on arrive à trouver très très beau. Je pense par exemple à Alice Sapritch, je ne sais pas si vous connaissez, qui est absolument, quand je l'ai vue la première fois sur les écrans, je l'ai trouvée absolument laide. Mais pourtant, elle a une présence tellement charismatique que finalement, on finit par la trouver très belle. Et comment vous analysez ce genre de situation par rapport à ce débat que l'on a ? Oui, c'est plutôt une sorte d'aura, entre guillemets, de la présence. Moi, je ne mettrais pas Alice Sapritch parmi ces comédiens qui dégagent quelque chose de fort. Mais je pense par exemple à Jean Gabin. Jean Gabin, dans les années 40, 50, on ne peut pas dire que c'était un modèle de séduction. Mais pourtant, il y a une espèce de charisme de la présence, quelque chose de très puissant, de très fort. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on est attaché à certains comédiens, par exemple, qui ne sont pas forcément des modèles, entre guillemets, de beauté, mais qu'on trouve particulièrement attachants. Et puis il y a un critère aussi qui est une idée reçue. Vous avez dit qu'on est attiré inexorablement par la beauté, on est attiré par la monstruosité aussi. Et la monstruosité, je ne sais plus quel auteur disait, l'érotisme est dans la souillure. C'est vrai, la Belle et la Bête, c'est ça là. Hein. Donc on n'est pas attiré. Moi, c'est seulement la fin de la Belle et la Bête qui me rend extrêmement triste. C'est que tout d'un coup, elle le touche et que ça devient un prince charmant. Mais elle était attirée par le monstre. Et ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait été mieux. Olivier ? Oui, non, juste l'avant-dernière question d'une dame qui était par là-bas, je suis désolé. Est-ce que disait Maurice Mimoun aussi, c'est par rapport au mouvement, c'est important parce que je pense, vous l'avez dit différemment, mais ça a réintroduit la troisième dimension. Et ton exemple de Gabin, c'est ça, en fait. C'est ce qui se dégage de la personne, en réalité. Donc là, on n'est déjà plus tout à fait dans le être beau ou pas, mais on bascule sur autre chose. On est plus du côté du charme ou de la présence, en effet, comme tu disais. Et je pense que ça, la beauté, il y a quelque chose qui est lié à la plastique. À partir du moment où on en sort, effectivement, en effet, la question, c'est la liberté qu'on a avec ça. J'essaie depuis tout à l'heure de me rappeler qui a dit que le charme, c'est la liberté qu'on prend avec sa propre apparence. J'arrive pas, j'ai pas trouvé, même sur Internet. Donc j'ai sans doute inventé cette citation, mais en tout cas, cette affaire de la troisième dimension, ça me paraît important, de qu'est-ce qui sort de l'intérieur de la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a certains top modèles, quand vous les entendez parler, c'est plus compliqué. Aurélien ? Depuis quelques mois, me semble-t-il, la chirurgie esthétique sur photo doit être indiquée dans les magazines. Alors, est-ce qu'il faut en faire de même pour les patientes ? Non, plus raisonnablement, est-ce que justement cette attitude qu'on a de vouloir dire quand on a faussé la nature de la photo, est-ce que ça peut avoir un impact justement sur ce que les hommes et les femmes peuvent percevoir et peuvent peut-être envisager pour eux-mêmes ? Ils font, je crois, sur certains Instagram de célébrités ou quoi, ils le disent, il y a toute une campagne là-dessus. Photos non trafiquées, etc. Il y a à la fois les photos prises le matin. Les magazines, ils sont obligés maintenant, lorsqu'une photo est photoshopée, de l'indiquer. Voilà. Mais je ferai la différence avec nous-mêmes. Nous sommes tous des tricheurs. On essaye. Tu as une barbe, vous avez une barbe. Moi, j'essaie de me mettre les cheveux d'une certaine manière. Nous essayons tous de faire des choses. Nous essayons de nous mettre en valeur. Donc les choses. Je me rappelle d'une infirmière que j'avais opérée, avec qui j'avais fait une liposuction et son nez. Elle était en train de regarder une vitrine et elle me dit « Docteur, c'est bizarre. Il y a 3 mois, je regardais la vitrine, personne ne me regardait. Là, aujourd'hui, je suis passé. 3 hommes m'ont regardé avec insistance. Pourtant, je suis la même. » Alors, je vais m'arroger le privilège de la dernière question et ça bouclera avec le tout début. Depuis la nuit des temps, les humains n'ont pas accepté le corps de nature tel qu'il naît de leur mère et ont estimé qu'il fallait mettre du rituel sur le corps
je dirais même plus de la parole sur le corps. Ça donne ce que tu as indiqué, les scarifications dans le visage, circoncision. Est-ce que le fait de ne pas accepter le corps de nature et d'en faire un corps de culture n'est pas fondamentalement dans le rucksack de l'espèce humaine? Oui, il n'y a pas de corps de nature, effectivement. À partir du moment où les premiers humains, disons, sont apparus, il y a eu une volonté de transformer quelque chose de soi et du rapport au monde. L'homme est une créature du sens. Il est imprégné de sens, il projette du sens sur le monde, et il a une marge de manœuvre absolument colossale, puisque d'un lieu à l'autre du monde, et même si on remonte à quelques dizaines de milliers d'années, il y a énormément de différences entre différentes communautés humaines. Voilà, donc voilà, il y a une condition humaine, il n'y a pas une nature humaine. Maurice, des gens viennent te demander de revenir en arrière sur des scarifications ou sur des marques sur leur corps? Alors très rarement, mais c'est arrivé, parce que la personne qui vit après socialement en France peut... C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'elle les regrette, elle ne les regrette pas en même temps. C'est-à-dire que les demandes... C'est assez rare. Comme il est très rare que les personnes demandent l'ablation des tatouages. Ça arrive, mais normalement, moi, je suis toujours étonné de ça, alors que de temps en temps, on voyait des tatouages partout. C'est très rare j'avais fait faire une thèse là-dessus, qu'on nous demande la même chose. Les scarifications, c'est pareil. Il y a quelques cas, c'est à regret pour être intégré en Europe. Olivier, un commentaire sur les marques rituelles? Écoute, oui, ou alors sur le fait que, sur ce que disait David un peu, mais ça recoupe aussi des choses que vous disiez par rapport à la demande. De toute façon, le corps, c'est ce qu'on montre à l'autre. C'est ce qu'on montre à l'autre. Donc c'est pris dans la culture forcément par définition et dans son regard en particulier. Je retiens de cette table ronde que le souci de beauté n'a pas de limite d'âge et je remercie toute la table ronde de ce topo. Merci beaucoup.